Mes parents ont financé toute la vie de mon frère. Et m'ont dit de me débrouiller seul. Des années plus tard, mon père s'est figé à la vue de mon immeuble. Mes parents ont payé les études de droit, l'appartement, et la voiture de mon frère. Puis ils l'ont qualifié de « l'enfant qui le méritait ». Quand j'ai dit que je voulais créer ma propre entreprise, mon père m'a répondu « Monte ton affaire sans un seul dollar de notre part ». Je suis parti, sans prendre un centime. Et, des années plus tard, mon père s'est figé, lorsqu'il a vu le nom sur l'immeuble. Avant de plonger dans le vif du sujet, sachez que nous investissons beaucoup de temps dans ces vidéos, et vous abonner est, honnêtement, la meilleure façon de montrer votre soutien. Cela ne coûte rien, juste un clic, et cela aide cette chaîne à grandir. Pour que nous puissions continuer à partager ces histoires. Je suis extrêmement reconnaissant de vous compter parmi nous. D'accord, allons-y. Mon père s'est arrêté de marcher, en plein milieu du trottoir, à l'angle de la 9e rue et de Franklin, coupant net sa phrase à propos de quelque chose dont il avait besoin à la banque. Le mot qu'il prononçait n'a jamais été terminé. Sa main est restée figée, à mi-chemin vers la poche de son manteau. Comme s'il avait oublié ce qu'il cherchait. Il levait les yeux vers quelque chose, au-dessus de l'entrée d'un bâtiment au coin de la rue. Une bâtisse de 3 étages, avec une façade en pierre calcaire et des portes en verre. Et, au-dessus de ces portes, gravé dans la pierre avec des lettres que l'on pouvait lire de l'autre côté de la rue, se trouvait notre nom de famille, Calloway. Ma mère était à 2 pas derrière lui, et elle lui a demandé ce qui n'allait pas. Mais il n'a pas répondu. Elle a posé la question à nouveau, et il n'a toujours pas répondu. Il est simplement resté planté là, sur le trottoir, la bouche légèrement entr'ouverte, à lire son propre nom de famille sur un immeuble devant lequel il était passé au moins une douzaine de fois au cours de l'année écoulée, sans jamais lever les yeux. Il ne savait pas que le bâtiment était à moi, pas encore. 6 ans plus tôt, le jour de mon 24e anniversaire, je me tenais devant le comptoir de la cuisine, dans la maison de mes parents, en tenant un chèque de 300 $. Ma mère l'avait signé. Et mon père avait écrit le montant et les mêmes 300 $ qu'il mettait sur mes chèques d'anniversaire. Depuis que j'avais 18 ans. Mon frère, Tran, avait 26 ans à l'époque. Et il venait d'emménager dans l'appartement que mes parents lui avaient acheté. Un 3 pièces dans un quartier neuf, avec un portail de sécurité. Et une piscine que personne n'utilisait. Ses frais de scolarité en école de droit avaient été payés en totalité, soit 3 ans à 47 000 $ par an, et sa voiture était une berline en leasing, que mon père avait personnellement choisie. Sa formation préparatoire à l'examen du barreau était, elle aussi, entièrement couverte. J'avais 400 $ sur mon compte en banque, et un plan d'affaires dans un classeur, que personne dans ma famille n'avait jamais pris la peine de lire. J'ai posé le chèque sur le comptoir de la cuisine, et j'ai dit, je n'en ai pas besoin. Le visage de ma mère a changé quand j'ai dit ça, pas par colère, mais pour exprimer quelque chose de plus doux, et de plus complexe. Tandis que mon père n'a même pas levé les yeux du journal qu'il lisait. Tu fais un drame pour rien, a-t-il dit. Non. Je n'en ai juste pas besoin. Alors, ne viens rien nous demander plus tard. Je ne le ferai pas. Il a tourné la page, et ce fut la fin de la conversation. Je n'ai pas repris le chèque. Je suis sorti de la cuisine, je suis monté dans ma voiture, et je suis rentré à mon appartement. Dans une Honda de 10 ans qui affichait 2 cents, 000 miles au compteur. Et dont le moteur faisait un bruit qu'il n'était pas censé faire. Je l'ai conduite quand même. Quand j'avais 23 ans, j'avais posé un plan d'affaires de 40 pages sur le bureau de mon père. Études de marché, prévisions financières, un calendrier détaillé. Il l'a pris, a sauté directement à la dernière page, puis l'a reposé. Sans jamais lire les 39 pages intermédiaires. Ce n'est pas une carrière, Nat. C'est un passe-temps avec un classeur. J'ai repris le classeur, et je n'ai pas argumenté. Car je savais déjà que débattre avec mon père à ce sujet, c'était comme essayer de convaincre un homme, qui n'achète que des voitures bleues,
qu'une voiture rouge peut aussi vous mener là où vous devez aller. Des années plus tard, après que tout a éclaté au grand jour, la femme de Boyd Ansley m'a raconté quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a dit qu'elle participait à un dîner chez mes parents. Et que quelqu'un avait demandé à mon père comment allaient ses fils. Il a parlé de Tran pendant 3 bonnes minutes, les affaires de Tran au cabinet d'avocat. Le nouvel appartement de Tran, la prochaine promotion de Tran. Puis, l'invité a demandé, « Et votre autre fils ?» Et mon père a répondu, « Ouais, Nat fait son propre truc. » Puis il est passé directement au sujet suivant. Avant que quiconque ne puisse demander en quoi consistait ce truc. Ma mère se tenait juste à côté de lui, lorsqu'il a dit ça. Elle aurait pu intervenir, et dire quelque chose comme, « Nat a créé une entreprise. » Ou, « Nat travaille vraiment dur. » Mais elle ne l'a pas fait. Elle a simplement souri, a rempli le verre de vin de l'invité, et la conversation a suivi son cours. Comme si je n'avais jamais été mentionné. C'était comme ça, dans le monde de mon père. Il parlait de Tran au golf, lors d'événements professionnels, au dîner avec des clients. Il présentait Tran à ses collègues, et gardait la photo de remise des diplômes de Tran. Bien en évidence dans un cadre, sur son bureau. À côté du cadre, il n'y avait rien. Aucune deuxième photo, aucune mention d'un second fils. Je n'existais pas, dans sa vie publique. 2 ans après mon départ, une enveloppe est arrivée à mon appartement, sans adresse d'expéditeur. J'ai immédiatement reconnu l'écriture, car c'était celle de ma mère, et, à l'intérieur, se trouvait un chèque de 5,000 $, tiré de son compte personnel. Pas de petits mots, pas de lettres, juste le chèque, glissé là, tout seul. Je l'ai gardé en main pendant un moment, parce que 5,000 $ aurait tout changé. À ce stade de ma vie. J'étais en retard sur mon loyer, je mangeais des sandwichs de station-service à chaque repas, et 5,000 $ m'auraient offert 2 mois de répit. Mais j'ai remis le chèque dans l'enveloppe, j'ai écrit « Retour à l'envoyeur » sur le devant. Et je l'ai glissé dans la boîte aux lettres le lendemain matin, sans l'encaisser. Elle n'a jamais réessayé. J'ai appris plus tard qu'elle avait dit à mon père qu'elle avait essayé de me contacter. Et il lui a répondu, il a fait son choix. Aucun d'eux n'a parlé du chèque à Tran, donc c'est devenu ce petit secret de famille. Qui prouvait qu'elle savait que le fossé était réel, mais qu'elle pensait que 5,000 $ envoyés en secret sans jamais affronter mon père. Ni dire un seul mot à qui que ce soit suffirait à le combler. Le soir où Tran a obtenu son diplôme de droit. Mon père a réservé une salle privée dans un restaurant appelé Arlanès, pour 35 personnes. Des nappes blanches, des bougies sur chaque table. Le genre d'endroit où l'on plie les serviettes pour leur donner des formes. Et où le serveur se présente par son prénom. Mon père se tenait à l'entrée de la salle privée, et serrait la main de chaque invité. À mesure qu'ils entraient. Et il présentait Tran, à chacun d'entre eux. Voici mon fils, Tran, le nouvel avocat. Tran se tenait à côté de lui, dans un costume bleu marine, souriant et serrant des mains. Pendant que les invités défilaient. Boyd Ansley, le partenaire en affaires et le plus vieil ami de mon père, s'est présenté avec une bouteille de vin. Qui coûtait probablement plus cher que mon budget mensuel de course. Et il a tapé dans le dos de mon père, comme s'ils venaient de conclure un gros contrat ensemble. Je suis passé par l'entrée principale, car personne ne m'attendait à la porte. J'ai trouvé la salle privée par moi-même. Et, quand mon père m'a vu, il m'a fait un signe de tête depuis l'autre bout de la pièce. Puis a repris directement sa conversation avec Boyd. Il ne m'a présenté à personne, ni aux collègues du cabinet d'avocats, ni à la femme de Boyd. L'un des collègues m'a aperçu, debout près de la porte, et a demandé « Et vous êtes ?» Je suis Nat, le frère de Tran. Oh. Il a fait une pause d'1 seconde. Que faites-vous dans la vie, Nat? Je monte une entreprise. Ah. Il a hoché la tête poliment, et s'est replongé dans sa conversation. Comme si je lui avais dit que je collectionnais les timbres. Boyd m'a tapé sur l'épaule quand il m'a vu. Eh, gamin. Oh, ravi de te voir.
Il est passé à autre chose au bout de 10 secondes. Ce qui s'est avéré être la plus longue conversation que j'ai eue. Avec quiconque de ce côté-là de la table, pour le reste de la soirée. Mon siège se trouvait à l'extrémité opposée, près de la porte de la cuisine, loin de mes parents. Et loin de Tran. J'étais sur la chaise la plus proche de la porte battante, par laquelle les serveurs entraient et sortaient, chargés d'assiettes. Et l'homme assis à côté de moi était un cousin, que j'avais rencontré 2 fois dans ma vie. Et qui a passé la majeure partie de la soirée sur son téléphone. À 20h15, mon père s'est levé, a tapoté son verre avec un couteau, et la pièce s'est calmée. Adoptant cette attention polie que les gens accordent, lorsqu'ils savent qu'un toast va être porté. Il a tenu le verre contre sa poitrine, a balayé la pièce du regard. Établissant un contact visuel avec Boyd, qui souriait déjà, puis avec ma mère, qui gardait les mains croisées sur la table. Il ne m'a pas regardé. Amis. Famille. Certains d'entre vous ont vu Tran grandir. Vous l'avez vu travailler. Vous l'avez vu persévérer. Quand les choses devenaient difficiles. Et ce soir, il a officiellement réussi. Il est avocat. La salle a applaudi, et Tran a fait un grand sourire, depuis son siège, à côté de notre père. J'ai toujours cru que le rôle d'un parent était d'investir dans les enfants qui le méritent. Et ce soir, je veux lever mon verre, à l'enfant qui le méritait. Boyd a ri le premier, un rire fort et chaleureux. Qui a indiqué à la salle qu'il était de bon ton de rire avec lui. Ma mère a souri, et a applaudi légèrement, tandis que Tran a secoué la tête en disant « Papa ». De cette façon qu'ont les gens quand ils veulent avoir l'air gênés. Mais qu'ils ne le sont pas vraiment. La moitié de la table a ri, et l'autre moitié a souri poliment. J'avais un verre d'eau à la main, et je l'ai gardé exactement là où il était. Pendant qu'un serveur franchissait la porte de la cuisine derrière moi, avec un plateau d'apéritif. Et que la porte se refermait d'assez près pour m'effleurer l'épaule. Je n'ai pas tressailli. À Tran, a dit mon père, et les verres ont trinqué dans toute la pièce. J'ai levé le mien, et j'ai bu. Après le toast, Boyd s'est penché vers mon père. Et a dit quelque chose que je ne pouvais pas entendre, depuis mon bout de table. Puis, il l'a répété plus fort, pour que les gens autour d'eux puissent l'entendre, magnifique. Douglas. Tu as misé sur le bon cheval. De nouveaux rires ont éclaté de ce côté de la pièce, et j'ai simplement continué à manger. Parce qu'il n'y avait rien d'autre que je puisse faire, depuis ma chaise. Près de la porte de la cuisine. Cette phrase, l'enfant qui le méritait, n'était même pas nouvelle. Il l'avait utilisée 3 ans plus tôt, à Thanksgiving. Juste après que Tran a été accepté en école de droit, et je l'avais entendu à ce moment-là, aussi. Je n'ai rien dit à l'époque, tout comme je ne disais rien maintenant. Le dîner de remise des diplômes était simplement la première fois qu'il le disait. Devant 35 personnes, pendant que Boyd Ansley servait du vin. Qui coûtait plus cher que la mensualité de ma voiture. À la fin du repas, mon père a sorti une enveloppe, et l'a fait glisser sur la table jusqu'à Tran. Tran l'a ouverte, et, à l'intérieur, se trouvaient des clés de voiture. Accompagnées d'une carte sur laquelle était imprimée la photo d'une berline flambant neuve. Ma mère a applaudi, comme si elle avait attendu ce moment toute la soirée. Et Boyd a levé son verre une fois de plus, en disant, le gamin l'a bien gagné. Ma voiture, la Honda avec ses 2 cents,000 miles, m'attendait sur le parking du restaurant. J'avais roulé 3 heures pour assister à ce dîner, et j'avais payé ma propre assiette, $85. Et, quand le serveur est arrivé à mon bout de table, j'ai posé ma carte bancaire. Et il l'a encaissée séparément. Pendant que mon père réglait la note pour les 34 autres personnes de la table, y compris Boyd. Y compris le cousin sur son téléphone, et y compris le pourboire. Il n'a pas payé pour moi, et personne ne l'a remarqué. Tran savait ce qui se passait. Peut-être pas les chiffres exacts, mais il savait que son appartement était payé. Que sa voiture était un cadeau, et que ses frais de scolarité étaient couverts. Et il savait que j'avais reçu un chèque d'anniversaire de $300. Tout en étant assis près de la porte de la cuisine, lors de sa fête de célébration. Il le savait depuis des années, et il n'a jamais dit,
pas une seule fois, quelque chose comme « Et Nat alors ?» Parce que son confort exigeait son silence. Et que son silence exigeait de ne pas regarder les chiffres de trop près. Je suis rentré chez moi, en conduisant cette nuit-là. 3 heures sur l'autoroute, avec le voyant du moteur de la Honda qui s'est allumé. Quelque part autour de la 2e heure, et une vibration dans le volant. Qui le faisait palpiter entre mes mains, à chaque fois que je dépassais les 100 km/h. Quelque part après le 2e péage, un camion m'a dépassé par la gauche. Et l'appel d'air a fait trembler la voiture entière. Mais j'ai gardé mes mains à 10h10 sur le volant, et j'ai continué à rouler, sans allumer la radio. Ni appeler personne. La voiture a tenu encore 8 mois, avant que le moteur ne me lâche définitivement. Sur le parking d'une épicerie. 2 semaines après le dîner de remise des diplômes, je me suis assis face à mon père, dans son bureau. La pièce sentait le cuir, et le café qu'il gardait dans un thermos sur son bureau. Et ses diplômes étaient accrochés au mur derrière lui. Avec la lettre d'acceptation en école de droit de Tran, encadrée juste à côté. Il n'y avait rien à moi sur aucun mur de cette maison. À l'exception d'un trophée de participation au football de l'école primaire. Que ma mère gardait dans le placard du couloir. Je lui ai dit que j'allais créer une société de gestion immobilière, que j'avais un plan d'affaires. Et que j'avais besoin de 30 000 $ pour le dépôt de garantie d'un local commercial. Il s'est adossé à sa chaise. Nat, je t'ai déjà dit ce que je pensais de tout ça. Je ne te demande pas ce que tu en penses. Je te demande un prêt. J'ai co-signé un prêt immobilier pour ton frère, il y a 2 mois. 210 000 $. Parce que je croyais en ce qu'il construisait. Tu veux savoir pourquoi j'y croyais? Parce qu'il y avait une structure. Une trajectoire, un nom. J'ai une structure. Tu as un classeur. Il m'a regardé de l'autre côté du bureau, et ses lunettes de lecture étaient posées entre nous. Il les a prises, puis les a reposées, ce qu'il faisait toujours. Juste avant de dire quelque chose qu'il considérait comme définitif. Monte ton affaire sans un seul dollar de notre part. Prouve que ça marche. Et ensuite on discutera. Je me suis levé. Très bien. Très bien. Très bien. Il a eu l'air surpris, non pas parce que j'avais dit « très bien », mais parce que je l'avais dit sans insister, ni négocier. Ni me rasseoir pour discuter des conditions. J'ai quitté le bureau, et j'ai entendu sa chaise grincer, pendant qu'il s'adossait. Ensuite, je me suis retrouvé dans le couloir, puis j'ai franchi la porte d'entrée. Et je suis monté dans ma voiture. Il ne pensait pas que je le ferais, et je pouvais le lire clairement sur son visage. Il s'attendait à ce que je revienne dans 6 mois, prêt à parler de droit. Ou de quelque chose qu'il pourrait comprendre. La même semaine, il a raconté cette conversation à Boyd, autour d'un verre. Dans un bar qu'il fréquentait depuis 20 ans, et Boyd a secoué la tête en disant « Tu as misé sur le bon cheval. C'est un bon pari, Douglas. » Il l'a répété le mois suivant lors d'un dîner, et encore une fois lors d'une sortie de golf. 6 semaines après ça. Plusieurs personnes dans le cercle social de mon père ont entendu cette phrase. Et toutes ont compris ce qu'elle signifiait. Douglas avait 2 fils, il avait parié sur l'un d'eux, et l'autre devait se débrouiller seul. 3 semaines après cet ultimatum, je suis entré dans une banque. Avec un hall en marbre et un agent de sécurité à la porte. Et je me suis assis face à un agent de crédit nommé Terry, dans un petit bureau. Avec une fausse plante dans le coin. J'avais le plan d'affaires dans le classeur, les 40 pages complètes. Et je l'ai fait glisser sur le bureau. Terry l'a ouvert, a feuilleté quelques pages, s'est arrêté sur les prévisions financières. Puis l'a refermé, comme s'il avait vu tout ce qu'il avait besoin de voir. Monsieur Calloway, j'apprécie la préparation, mais, en général, nous n'accordons pas de prêts commerciaux aux candidats. Sans une source de revenus existante ou une garantie. Les prévisions sont à la page 31. Je les ai vues. Elles sont optimistes. Elles sont prudentes. Il m'a fait le genre de sourire que les gens vous font, quand ils pensent que vous êtes jeune.
Et que vous ne savez pas encore de quoi vous parlez. Ce qui était le même sourire que mon père m'avait fait quand il avait qualifié le plan de « passe-temps avec un classeur ». Un bureau différent, un homme différent, mais la même conclusion. Je suis désolé. Nous ne pouvons pas approuver cela pour le moment. J'ai repris le classeur, je suis sorti, et je me suis assis dans ma voiture pendant 5 minutes. En le laissant sur le siège passager. Ensuite, j'ai conduit jusqu'à une autre banque, et ils ont dit non, eux aussi. Le troisième endroit que j'ai essayé était une coopérative de crédit dans les quartiers. Avec une seule agence, située sur un parking qui avait besoin d'être refait. Et ils ont dit qu'ils l'envisageraient, si je pouvais avancer 15,000 $, au lieu de 10,000. J'avais 11,000 $ de côté. J'ai vendu la Honda pour 4,000 $. À un mécanicien qui a dit qu'il pourrait réparer le bruit du moteur. Et j'ai acheté une carte de bus. J'ai pris le bus pour aller à la coopérative de crédit, et j'ai signé les papiers du prêt. Sur un bureau qui était plus petit que celui de mon père, de moitié environ. À 25 ans, j'ai signé un bail commercial de 36 mois. Pour un petit local dans un quartier appelé Ridgeline, où le loyer était de 400 $ par mois. Je l'ai signé sur une table pliante, dans une pièce vide. En utilisant un stylo bille bon marché prêté par la coopérative de crédit. Et ce bail était la chose la plus chère dans laquelle je m'étais jamais engagé de ma vie. Mon premier locataire était un homme nommé Phil Gutiérrez, qui dirigeait une petite imprimerie. Il cherchait un local depuis 3 mois. Quand un ami d'un ami lui a parlé de la vitrine que j'essayais de louer. Et il est venu la voir un mardi après-midi. L'espace était propre, mais complètement vide, sans mur fini, sans enseigne. Et avec des marques sur le sol, laissées par les étagères de l'ancien locataire. Que je n'avais pas réussi à effacer complètement. Je lui ai fait visiter l'unité, puis les toilettes, et la petite zone de stockage à l'arrière. Et il m'a posé des questions pratiques sur les conditions du bail, les charges. Et la situation pour se garer. Depuis combien de temps faites-vous cela, m'a-t-il demandé. Environ 4 mois. 4 mois. Il a regardé la pièce vide, avec son propre dossier sous le bras, ses propres prévisions. Et son propre plan. Et, comme il avait 42 ans, et qu'il recommençait à zéro après un divorce. Il avait tout aussi désespérément besoin d'un local bon marché, que j'avais besoin d'un locataire. Quelqu'un d'autre dans l'immeuble? Vous seriez le premier. Il m'a regardé pendant quelques secondes, un jeune de 25 ans, dans un bâtiment sans locataire. Avec une table pliante en guise de bureau. Et la plupart des gens auraient immédiatement rebroussé chemin vers la sortie. Je le prends, a-t-il dit. Il a été la première personne à parier sur moi. Alors que parier sur moi n'avait absolument aucun sens sur le plan financier. Et je ne le lui ai pas dit, parce que ça aurait eu l'air désespéré. Je lui ai juste donné le bail, et je lui ai serré la main. Et son chèque de loyer est arrivé le premier de chaque mois, pendant 3 années consécutives. Sans un seul retard de paiement. Au bout du 14e mois, la deuxième unité était toujours vide. Et j'avais couvert la différence de ma propre poche, jusqu'à ce qu'il ne me reste presque plus rien. J'avais 200 $ sur mon compte, et je mangeais dans une station-service. À 3 pâtés de maison du bureau, parce que les sandwichs y coûtaient 50 $. Et le café 1 $. Je n'avais pas acheté de nouveaux vêtements depuis 7 mois. Et je portais les 3 mêmes chemises à tour de rôle, en les lavant à la laverie le dimanche soir. Le plombier que j'avais engagé pour réparer un tuyau au sous-sol demandait 600 $. Que je n'avais pas, et la compagnie d'électricité avait envoyé un avis. Qui commençait à ressembler à une lettre de coupure, si j'attendais encore une semaine. Tous les matins, je passais moi-même la serpillière sur le sol du local, à 7 heures du matin. Car je ne pouvais pas me payer un service de nettoyage. Et le manche de la serpillière tenait avec du gros scotch, pendant que le seau fuyait. Laissant une traînée d'eau derrière moi, partout où j'allais. Je m'asseyais à la table pliante, qui était devenue mon bureau par défaut. Et je regardais mon téléphone. J'aurais pu appeler mes parents, ou j'aurais pu appeler Tran.
J'aurais pu dire « j'ai besoin d'aide » ou « vous aviez raison ». Et les 5,000 $ que ma mère avait déjà essayé de m'envoyer seraient probablement réapparus. Sauf que cette fois, ils auraient porté la signature de mon père sur un plus gros chèque. Avec une condition attachée, qui aurait ressemblé à de la charité. Et qui aurait eu le goût de la défaite. J'ai posé le téléphone face contre table. Et j'ai pris une liste de contacts en immobilier commercial, que je construisais depuis des mois. J'ai commencé à faire du démarchage téléphonique, et au 7e appel. Une femme qui dirigeait un petit cabinet comptable a dit qu'elle cherchait des bureaux. Elle est venue voir l'immeuble le lendemain, et l'espace était propre. Parce que la serpillière fonctionnait, même si le manche était cassé. Elle a signé un bail, ce vendredi-là. Ce week-end-là, j'ai payé le plombier, j'ai réglé la facture d'électricité. Et il me restait 14 $. Et j'ai mangé un sandwich de station-service pour le dîner, puis je suis allé me coucher à 20h30. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Et que les lumières de mon appartement étaient sur une minuterie. Que j'avais réglé pour économiser sur la facture d'électricité. À la 3e année, j'ai passé une annonce dans le journal. Pour trouver un ou une responsable de bureau. Elle faisait 12 mots, petite société de gestion immobilière cherche personne organisée. Faible salaire, haute responsabilité. 3 personnes ont postulé, et 2 d'entre elles ne se sont pas présentées pour l'entretien. Mais Connie Marsh l'a fait. Elle est entrée dans un bâtiment qui avait toujours une table pliante en guise de bureau d'accueil. Un classeur d'occasion que j'avais acheté dans une friperie pour 40 $. Une tache d'eau au plafond que je n'avais pas encore pris le temps de réparer, et un téléphone. Du genre avec un fil. Quel est le salaire, m'a-t-elle demandé. Je lui ai donné un chiffre qui était honnête, et bas. Elle a regardé la table pliante, puis la tache d'eau, puis elle m'a regardé à nouveau. J'ai travaillé pour pire. Quand est-ce que je commence? Elle a commencé le lundi, et, en l'espace de 6 mois, elle connaissait chaque propriété. Par le modèle de sa chaudière. Elle savait quel locataire payait en avance. Et lesquels avaient besoin d'un appel de rappel le 2 du mois, et elle tenait son propre classeur. Qui était bien plus organisé que le mien ne l'avait jamais été. Je lui ai dit un jour. Quelle était la personne la plus organisée avec laquelle j'avais jamais travaillé? Et elle a répondu. Vous êtes la personne la plus têtue pour laquelle j'ai jamais travaillé. Ça s'équilibre. À la 4e année, nous avions 3 propriétés, et à la 5e année. J'avais obtenu un financement pour le nouvel immeuble, auprès de la même coopérative de crédit. Qui m'avait accordé mon premier prêt. L'agent de crédit a regardé les bilans financiers, et a dit, Monsieur Calloway. C'est une entreprise complètement différente de celle qui a franchi cette porte, il y a 6 ans. Et je lui ai répondu, même entreprise, même gars, plus de bâtiments. Le bâtiment allait être érigé à l'angle de la 9e rue et de Franklin. Parce que c'était le bon quartier pour un bien commercial, avec une bonne fréquentation piétonne. Une proximité avec le quartier d'affaires, et une banque dans le même pâté de maisons. Qui apportait un flux constant de passants. Je n'ai pas choisi l'emplacement parce que mon père y avait sa banque. Je ne savais même pas qu'il y était client. Cette coïncidence ne faisait partie d'aucun plan, et elle n'avait pas besoin de l'être. Il a fallu 14 mois pour achever le bâtiment, avec tous les permis, les inspections, et les retards qui accompagnent une construction. Y compris un fournisseur de béton qui a fait faillite, à la moitié du coulage des fondations. Et une semaine en février où la température a chuté si bas, que l'équipe n'a rien pu couler. Et je suis juste resté planté sur le chantier vide, à regarder mon calendrier prendre du retard. Mais, finalement, c'était terminé. 3 étages avec une façade en pierre calcaire et des portes en verre, un vrai bureau de réception. 12 employés, et Connie à son bureau tous les matins, avant tout le monde, avec le café déjà prêt. Au moment où je franchissais la porte. Le nom a été posé un mardi. Je passais devant le bâtiment depuis des semaines, en regardant l'équipe finir la façade. Mais ce mardi-là en particulier, les tailleurs de pierre ont monté les lettres. Calloway, gravé dans la pierre calcaire au-dessus de l'entrée, à hauteur des yeux. Pour quiconque s'arrêterait pour regarder.
Je me tenais de l'autre côté de la rue, et je les regardais finir. Puis, le chef de chantier s'est approché, en essuyant la poussière de ses mains. C'est beau. C'est un nom de famille? Ça l'est maintenant. Mon père allait à la banque dans ce même pâté de maison depuis 30 ans. Se garant dans le même parking, et marchant sur le même trottoir. Il était passé devant le chantier de construction, et devant les permis affichés sur la palissade. Et devant la charpente en train de s'élever. Et devant la façade en pierre calcaire en train d'être posée. Et il n'avait jamais jeté le moindre regard sur tout ça. Il est passé devant l'immeuble de son propre fils pendant plus d'1 an. De la même manière qu'il était passé à côté de ma vie pendant 6 ans, sans la voir. Jusqu'à ce jeudi-là, alors qu'il se rendait à la banque avec ma mère. Et que quelque chose l'a poussé à lever les yeux. Je n'étais pas là quand c'est arrivé. Mais j'en ai entendu parler plus tard par Tran, puis à nouveau par ma mère, des mois après. Il s'est arrêté sur le trottoir, et sa main s'est figée à mi-chemin vers la poche de son manteau. Et sa bouche s'est entr'ouverte, sans qu'aucun mot n'en sorte. Ma mère lui a demandé ce qui n'allait pas, et il n'a pas répondu. Alors, elle a suivi son regard jusqu'aux lettres au-dessus de l'entrée, et les a lues. Et puis, elle a mis sa main sur sa bouche, puis l'a baissée, et les a lues à nouveau. Il s'est dégagé lorsqu'elle lui a touché le arme, et s'est approché du bâtiment. Il a lu le texte plus petit en dessous du nom, l'adresse, le nom de l'entreprise. Calloway Property LLC. Et puis, il a regardé à travers les portes en verre, vers la zone de réception. Où des gens travaillaient à des bureaux. Et il y avait une photo encadrée sur le mur. Qu'il ne pouvait pas tout à fait distinguer depuis le trottoir. Mais qui était clairement une photo de cet immeuble, pendant sa construction. Il a sorti son téléphone, l'a fixé, et l'a rangé. Puis, il l'a ressorti à nouveau, parce qu'il ne savait pas qui appeler. La personne qu'il appellerait normalement pour ce genre de choses, c'était Boyd. Mais qu'allait-il lui dire? Mon fils a construit un immeuble, et je n'en savais rien. Ma mère a prononcé son prénom. Douglas. Il n'a pas répondu. Alors elle a répété. Douglas, nous devrions y aller. Il s'est retourné, et a marché jusqu'à la voiture, sans entrer dans la banque. Et ma mère l'a suivi. Ils sont rentrés chez eux sans dire un mot, et il est allé directement dans son bureau. Et a fermé la porte, pendant que ma mère restait assise dans la cuisine. Avec une tasse de café qu'elle n'a jamais bu, repensant à un chèque de 5,000 $ qu'elle avait envoyé des années auparavant, et à un fils qui le lui avait retourné. Sans dire un mot. Tran m'a appelé un mercredi soir, et nous ne nous étions pas parlé depuis environ 5 mois. J'ai besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois honnête. D'accord. Est-ce que ce bâtiment à l'angle de la 9e et de Franklin est à toi? Oui. Il est resté silencieux pendant un long moment. Peut-être 10 secondes, peut-être 15. Et je pouvais l'entendre respirer, à l'autre bout du fil. Papa l'a vu. Il passait devant avec maman, et il s'est juste arrêté là. En plein sur le trottoir. Maman a dit qu'il n'a pas décroché un mot, pour le reste de la soirée. D'accord. Nat, je ne savais pas que tu faisais tout ça. Tu n'as pas demandé. La ligne est redevenue silencieuse, et il a essayé de combler le silence. Je veux dire? Je savais que tu avais une entreprise. Je savais que tu faisais quelque chose dans l'immobilier. Mais un immeuble? Avec ton nom dessus? Je n'en avais aucune idée. Notre nom, Calloway. C'est notre nom, pas juste le mien. Il ne savait pas quoi faire de cette réponse, alors il a réessayé. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, Tran. J'aurais dû appeler plus tôt. J'aurais dû te demander sur quoi tu travaillais. Ouais. Je suis désolé. Merci. Il a rappelé la semaine suivante, et j'ai décroché, et nous avons parlé pendant environ 9 minutes. Il a posé des questions prudentes sur l'entreprise, et l'immeuble, et le temps que cela avait pris. Et je lui ai donné des réponses courtes. Il n'a pas mentionné le dîner de remise des diplômes, ni le toast, ni les clés de voiture.
Ou l'assiette à 85 $ que j'avais payée près de la porte de la cuisine. Parce que ces choses étaient toujours présentes dans la pièce, entre nous. Même si aucun de nous ne les disait à voix haute. Boyd Ansley l'a découvert la même semaine. Quand quelqu'un dans son bureau a mentionné le nouveau bâtiment Calloway, sur Franklin. Et la façon dont ils l'ont dit, a fait s'arrêter la tasse de café de Boyd, à mi-chemin de sa bouche. Il est passé devant le bâtiment cet après-midi-là, s'est garé de l'autre côté de la rue. Et a lu le nom gravé dans la pierre, au-dessus de l'entrée. Il est resté assis dans sa voiture pendant un long moment. Parce qu'il se souvenait de certaines choses. Il se souvenait du toast pour la remise des diplômes. Qu'il avait préparé avec mon père autour d'un verre, la semaine précédant l'événement. Il se souvenait de son propre rire, le premier et le plus fort dans la pièce. Il se souvenait de la phrase qu'il avait répétée lors des dîners, pendant 2 ans. Tu as misé sur le bon cheval. Et maintenant, le cheval sur lequel il ne valait soi-disant pas la peine de miser. Possédait un immeuble de 3 étages. Dans le même pâté de maison où lui et mon père allaient à la banque ensemble, depuis des décennies. Il a appelé sa femme ce soir-là, et lui a dit, « Je crois que Douglas a un problème. » La semaine suivante, lors d'une sortie de golf, un des autres hommes de leur groupe a dit, « Vous avez vu cet immeuble sur Franklin? Calloway Property? C'est le gamin de Douglas, non? » Boyd a hoché la tête. Pas l'avocat, l'autre? Ouais. Je croyais que Douglas avait dit que l'autre ne faisait rien de sa vie. Boyd n'a pas répondu à ça. Il s'est contenté d'aligner son coup, a frappé la balle. Et n'a pas dit grand-chose pour les 2 trous suivants. Il a essayé d'appeler mon père, mais mon père n'a pas décroché. Et, au cours des semaines suivantes, Boyd s'est retrouvé occupé à chaque fois que mon père suggérait un déjeuner. Puis à nouveau occupé lorsqu'il suggérait un golf. Leur amitié de 30 ans ne s'est pas terminée par une conversation, ou une dispute. Boyd a simplement, et silencieusement, cessé de se montrer. Et mon père l'a remarqué, mais n'a jamais demandé pourquoi. Probablement parce qu'il connaissait déjà la réponse. Mon père a appelé le registre du commerce de la ville, depuis son bureau, la porte fermée. Il a posé des questions sur Calloway Property LLC. Et l'employé du registre a confirmé que le propriétaire enregistré était Nathan Calloway. Qu'il y avait 7 propriétés commerciales, et que la société avait été constituée il y a 6 ans. Il lui a demandé de répéter le nombre de propriétés, et elle a répété 7. Puis il a demandé s'il y avait des copropriétaires ou des partenaires répertoriés. Et elle a dit non, membre unique. Il a dit merci, a raccroché, et est resté assis là, pendant un long moment. Quand Boyd a fini par lui parler, mon père a essayé de recadrer toute l'histoire. J'ai toujours su que ce gamin avait du potentiel. Je voulais juste qu'il le prouve par lui-même. Boyd n'a pas répondu. Et ce mensonge est resté suspendu en l'air, entre eux. Comme un chèque que personne ne voulait encaisser. À peu près à la même époque, Connie prenait un café avec un contact professionnel des quartiers. Et le contact a posé des questions sur l'histoire de l'entreprise. Connie lui a dit la vérité. Je suis avec Nat depuis que nous n'étions que 2, dans un local commercial. Avec une table pliante en guise de bureau. Aucun investisseur, pas d'argent familial. Pas $1 de qui que ce soit. Il a bâti tout ça avec une liste de démarchage téléphonique. Et une carte de bus. Ce contact en a parlé à quelqu'un, lors d'une réunion de la chambre de commerce. Et cette personne en a parlé à quelqu'un, qui jouait au golf avec Boyd. Et la citation a fait son chemin à travers le cercle social, en l'espace d'1 mois. Pas $1 de qui que ce soit. Cette phrase a fait plus de dégâts à la réputation de mon père que tout ce que j'aurais pu dire moi-même. Parce qu'elle répondait à la question que tout le monde se posait. Depuis que l'immeuble était sorti de terre, est-ce que Douglas l'a aidé? Et la réponse, venant de quelqu'un qui avait réellement été là depuis le début, était non. Au cabinet d'avocats de Tran, un de ses collègues a évoqué Calloway Property, lors d'une réunion. Ils sont en train de devenir un acteur sérieux dans les quartiers. Cette propriété. Maintenant. Vous savez qui dirige ça? La main de Tran s'est crispée sur son stylo.
Et il a gardé les yeux fixés sur le papier, devant lui. Nathan Calloway. Le même nom de famille que vous, Tran. Un lien de parenté? Il aurait pu dire oui. Il aurait pu dire, c'est mon frère, et ressentir quelque chose comme de la fierté, ou, au moins, de l'honnêteté. Mais au lieu de ça, il a répondu, j'ai entendu ce nom. Et il est passé au point suivant de l'ordre du jour. Il est resté assis pendant le reste de la réunion, pendant encore 40 minutes, et plus tard cet après-midi-là, il est allé dans son bureau, a fermé la porte. Et s'est assis au bureau que ses parents l'avaient aidé à acheter. Dans la carrière que leur argent l'avait aidé à bâtir, et il est resté là, pendant un long moment. Sans travailler. Mon père m'a laissé un message vocal un dimanche matin. Et nous ne nous étions pas parlé depuis plus d'1 an. Le message durait 11 secondes, et tout ce qu'il a dit c'était, Nat. Rappelle-moi. J'ai besoin de te parler de quelque chose. Sa voix semblait différente de la façon dont je m'en souvenais. Pas en colère, et pas froide, mais quelque chose qui ressemblait plutôt à de la confusion. Comme un homme qui lit une carte, et qui réalise qu'il la tenait à l'envers. Je l'ai écouté 2 fois, et je n'ai pas rappelé ce jour-là. J'ai rappelé le mardi. Cet immeuble, il est à toi, a-t-il demandé. Oui. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tu m'as dit de le construire sans $1 de ta part. C'est ce que j'ai fait. Il est resté silencieux pendant un moment, puis il a dit qu'il voulait qu'on se voie. J'ai dit d'accord. Nous nous sommes retrouvés dans un dîner à mi-chemin entre nos maisons. Un endroit avec des banquettes en vinyle, et du café servi dans des tasses en céramique. Il était déjà assis là quand je suis entré, et il s'est levé quand il m'a vu. Ce qui était quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il avait une coupure de presse sur la table. Un court article tiré d'une publication économique locale. Concernant l'immeuble situé à l'angle de la 9e et de Franklin. Il l'a fait glisser sur la table vers moi, et a dit « Je leur ai demandé de m'imprimer ça. J'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Je ne l'ai pas pris, et le papier est simplement resté là, entre nous, à côté de la salière. Pendant que la serveuse versait le café. Il a enroulé ses 2 mains autour de sa tasse, mais n'a pas bu. Il a commencé à dire quelque chose, s'est arrêté, puis a recommencé. J'ai fait une erreur. Laquelle? Il a baissé les yeux vers la table. L'argent. La façon dont j'ai géré l'argent. Ton frère a reçu plus qu'il n'aurait dû, et tu as reçu moins. Je le vois bien, maintenant. Quoi d'autre? Le toast. Le dîner de remise des diplômes. Ce que j'ai dit, ce soir-là. Quoi d'autre? Il a ouvert la bouche, l'a refermée, et a réessayé. La façon dont j'ai parlé de ton frère aux autres. Comment j'ai. Il a laissé sa phrase en suspens, a pris sa tasse de café, et l'a reposée sans boire. J'aurais dû te mentionner davantage. Tu ne me mentionnais pas du tout. Il n'a eu aucune réponse à ça, parce qu'il n'y en avait pas. 6 années à ne jamais prononcer mon nom, lors d'un dîner, ou d'une partie de golf. Ou d'un déjeuner avec des clients. 6 années à traiter Tran comme son fils unique. Dans toutes les pièces qui n'étaient pas leur propre cuisine. Il ne pouvait pas mettre de mots dessus. Car le nommer aurait signifié admettre que c'était quelque chose qu'il avait choisi de faire. Et non quelque chose qui était simplement arrivé. Le café a refroidi pendant qu'il parlait encore un peu, des demi-phrases et des fragments. J'aurais dû. Et si j'avais su que tu étais. Et ta mère et moi, tous les deux. Des choses qui continuaient d'avancer dans la direction d'une excuse. Mais sans jamais tout à fait y arriver. À la fin, il a payé, et je l'ai laissé faire. Nous avons marché vers nos voitures séparées, sur le parking, et il s'est retourné une fois. Comme s'il allait dire autre chose, mais rien n'est sorti. Et je suis monté dans ma voiture pour me rendre au bureau. Quelques semaines plus tard, un jeudi matin, j'ai marché jusqu'au bureau. Par le chemin que je prenais toujours. Je suis descendu la 9e rue, puis j'ai tourné à gauche sur Franklin. Je suis passé devant la banque que mon père utilise depuis 30 ans.
Et devant l'immeuble avec mon nom dessus. Calloway, gravé dans la pierre calcaire, au-dessus des portes en verre, à hauteur des yeux. Pour quiconque s'arrêterait pour regarder. Les lettres étaient de la même couleur que l'immeuble. Et elles ne ressortaient pas particulièrement, parce qu'elles n'en avaient pas besoin. Je ne m'y suis pas attardé. J'ai marché dans cette rue une centaine de fois, et le nom au-dessus de la porte n'est que mon nom. Et le bâtiment n'est que l'endroit où je travaille. À l'intérieur, Connie était déjà à son bureau, avec le café préparé. Et le petit mot d'un locataire concernant le renouvellement d'un bail. Posé sur le comptoir d'accueil. Une matinée normale. Mon père s'est figé sur le trottoir. Il s'est arrêté au beau milieu de sa phrase, et est resté planté là, pendant une minute entière. À lever les yeux vers le nom, qu'il m'avait dit de bâtir sans lui. J'ai continué à marcher.